Bonjour, nous abordons aujourd'hui la 11e partie de ce championnat du monde. Les deux joueurs sont pour le moment à égalité, un point partout. Est-ce que Guelfand va prendre tous les risques pour tenter de gagner la partie et mettre une terrible pression sur son adversaire? Est-ce qu'Anand va déstabiliser Guelfand avec les noirs? Réponse à la fin de cette vidéo. Donc Guelfand décide de jouer comme à son habitude D4, le début donc du pion dame, cavalier F6, C4, occupation et prise donc d'espace au centre, E6, cavalier C3 et fou B4. Finalement, les noirs persévèrent dans l'utilisation de la défense nimzo-indienne. Les deux joueurs vont alors répéter jusqu'au 8e coup la 9e partie dont le résultat avait été nul. Souvenez-vous, Anand avait construit alors avec brio une forteresse imprenable qui avait conduit au résultat nul. Donc Guelfand joue ici E3. Je vous rappelle que l'idée de fou B4 est bien de clouer le cavalier C3 et d'interdire la poussée centrale E4. Donc ici, Guelfand joue E3, prépare le développement du fou F1. Il compte résoudre le problème de son fou plus tard. Petit roc, fou D3. Ici, les noirs répondent par D5, interdisant ainsi la poussée du pion E4, cavalier F3 et C5, la mise en place de ce fameux carré avec une tension très importante au centre. Que va-t-il se passer au centre? Eh bien, réponse dans quelques coups. Les blancs laissent les noirs décider sur la façon de déterminer sa structure de pion. Anand emprunte le chemin qu'il avait utilisé précédemment, c'est-à-dire ici D prend C4. Il détermine ainsi le centre en ouvrant la colonne semi-ouverte. Fou prend C4. Et ici, il a encore l'opportunité de prendre en D4. Souvenez-vous, la dernière partie, donc la 9e partie, il avait décidé de prendre en D4. Les blancs ont repris avec le pion. Et en reprenant avec le pion, eh bien, ils ont accepté de jouer avec le thème du pion isolé. Et tout a tourné autour de la case stratégique D5 après B6. L'idée était donc de jouer fou B7 et de contrôler donc cette fameuse case stratégique D5 qui a lieu lorsque l'on joue contre le pion isolé. Mais Anand a décidé de jouer ici autrement. Au lieu de prendre le pion D4, il décide de créer une petite surprise, notamment pour les commentateurs ici, peut-être pour Guelfand. En tout cas, il joue ici fou D7. Anand opère donc ainsi différemment dans le traitement de cette ouverture. Il laisse à son adversaire le soin de prendre lui-même le pion C5. Il préfère ici privilégier le développement de ses pièces. Alors, quelle peut être l'idée donc de développement de la part de Guelfand? N'hésitez pas à cliquer sur pause pour justement essayer de repérer donc ses idées, son idée en fait de développement. Alors voici ce qui pourrait se passer dans le développement des noirs, en tout cas lié à fou D7. L'idée pourrait être la suivante, donc placer le fou en C6 à la place donc du cavalier. L'idée de placer donc ce fou en C6, c'est d'empêcher la poussée E4, toujours dans l'espoir d'empêcher donc le fou C1 de pouvoir se libérer. Et que faire alors du cavalier B8? Eh bien, on le placerait en D7. Celui-ci pourrait protéger ainsi le pion C5. Ensuite, pour la liaison des tours, on pourrait placer la dame par exemple en E7 et la tour ici en D8 face au pion en ligne de mire D4 et la tour en C8 au cas où la colonne C pourrait s'ouvrir. Donc voilà le type de développement que pourrait envisager Anand suite à fou D7. Est-ce que Guelfand va laisser ce type de développement pour les noirs? Eh bien ici, il va jouer A3. En fait, il va suivre une partie qui avait déjà, deux parties en fait, qui avaient déjà été jouées sur ce thème par de très forts joueurs. C'est notamment Yusupov. Yusupov, qui avait les noirs, a rencontré à 2 reprises Knack et a joué ce type de position. Il y a eu gain pour Knack en 1981 et gain pour Yusupov en 1991. Il est certain, à mon avis, que Anand doit s'inspirer justement, a dû s'inspirer de la réponse noire de Yusupov fou D7 pour construire ce répertoire avec les noirs
en accord avec la défense nimzo-indienne. Donc Guelfand ici joue A3. S'il prend directement le pion C5, ce ne serait moins logique puisque les noirs ne semblent pas avoir de problème. Ils peuvent jouer ici fou C6 afin de maintenir une sorte de cadenasser en fait la case 4 pour empêcher le fou C1 de pouvoir se libérer. Et le pion C5 va pouvoir être pris sans trop de difficulté par le fou B4. Cela a l'air de donner une position, semble-t-il, égale. Donc Guelfand suit pour le moment la partie Nak-Yusupov en jouant ici A3. C'est un coup souvent utile dans ce genre de position. Tout d'abord, il a le mérite bien sûr de questionner le fou B4. De plus, il contrôle maintenant la case B4 tout en offrant une case de repli pour le fou C4 en A2. Les noirs ici auraient pu avoir la possibilité de prendre en C3. En fait, ils se sont retirés en A5. S'ils prennent en C3, la prise de ce cavalier peut être envisageable, mais les blancs se retrouveraient ainsi avec la paire de fous et un avantage possible en finale, ce que les noirs ne souhaitent pas, bien évidemment, lors de cette avant-dernière partie à cadence lente. Alors, donc ici, Anand joue fou A5. Il maintient ses possibilités de prise du cavalier sans donner la paire de fous. Dame E2. Donc si les blancs avaient l'idée de prendre en C5, dans ce cas-là, il est tout à fait logique pour les noirs de prendre maintenant le cavalier C3, de dénaturer ainsi l'aile dame avec 3 pions isolés. Et Dame A5 permet donc d'obtenir une sorte d'égalité approximative puisque bien que les blancs aient la paire de fous, les noirs ont une meilleure structure de pions. Il faut regarder tout simplement les pions blancs qui sont ici dispersés et deviennent des cibles privilégiées. Donc pour éviter cette dispersion au niveau de son aile dame, eh bien il continue par Dame E2. Dame E2 permet bien sûr de protéger le fou E4, éventuellement de pousser E4 et aussi de libérer la case D1 pour la tour. Fou C6, l'idée est relativement simple pour les noirs. Contrôler la case E4. On voit bien ici que la poussée du pion E4 ne convient toujours pas, car le fou a l'occasion de prendre le cavalier C3 et d'éliminer ainsi un défenseur précieux de pion E4, et dans ce cas-là, après, prise du pion E4 par les noirs. Donc, tour D1, pour le moment, tout est tout avait déjà été joué par Nak contre Yusupov, et là, c'est le moment que choisit Anand pour véritablement jouer la nouveauté de cette partie, C et de cette défense, et ici, fou prend cavalier C3. En fait, pour mieux comprendre cette nouveauté, il faut se référer véritablement à la partie de Yusupov jouée en 1991. Dans cette partie, Yusupov avait joué cavalier BD7. Et les blancs avaient poursuivi ici par D5 en fait. Et après, E prend D5, cavalier prend D5. Les blancs se sont retrouvés avec un jeu central supérieur, pour le moment, contre une majorité de pions à l'aile dame. 3 pions ici contre 2. Cette majorité de pions à l'aile dame avait été donc une valeur sûre en finale. Et finalement, les noirs ont gagné cette partie. Mais finalement, peut-être que Guelfand avait une idée sur la façon de traiter cette ouverture, et Anand a décidé de bifurquer par rapport au coup de Yusupov. Il a décidé d'éliminer lui-même le cavalier C3, afin d'éviter ainsi que ce cavalier puisse se centraliser. Finalement, il n'y a plus la poussée D5 envisageable, et le pion cible, le pion C3, devient une cible pour les noirs. Voilà donc l'idée des noirs, empêcher la poussée centrale D5 en supprimant le cavalier C3. Mais pour cela, ils ont dû donner la paire de fous. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, cavalier BD7, toujours le développement quand même, pour lier les tours. Le cavalier protège le pion C5. On notera aussi une autre idée de suppression du cavalier C3, c'est
empêcher la poussée E4, puisque maintenant cavalier C3 ne peut plus aussi permettre la poussée de ce pion. Alors là, ce n'est pas du tout évident de trouver le prochain coup blanc. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour le trouver. Et si vous avez trouvé l'idée fou D3, eh bien bravo, parce que c'est pas évident de jouer encore le coup de fou ici. On préfère privilégier le développement. Mais Guelfand est toujours très vigilant quant à l'évolution de sa structure de pion. Avec ce coup de fou, il contrôle E4, mais aussi il libère la possibilité de jouer le pion C3 en C4, afin de dynamiser un petit peu, de donner du dynamisme à la structure de pion centrale. Dame A5 gagne un temps précieux sur la cible C3, tout en facilitant la liaison des deux tours. C4, donc Guelfand joue pour la création, la mise en place en tout cas d'un duo de pions au centre. Et là intervient donc la continuité de la stratégie d'Anand pour avoir supprimé donc le cavalier C3. C'est ici prise en D4. Prise en D4, finalement les noirs décident de créer des pions pendants chez les blancs. Il est remarquable que les deux joueurs jouent sur le même thème stratégique que celui de la 9e partie, mais par un chemin différent. Guelfand donc a repris donc avec le pion D4 et ainsi a des pions pendants. Alors, il s'avère toutefois donc que ce coup permet aussi de mettre en place une stratégie de placement de pièces toute particulière. Alors là, voyez-vous. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour donner une réponse à cette stratégie de développement. Si vous avez trouvé l'idée Dame H5, bravo, c'est l'idée donc d'Anand. En prenant le pion D, il s'est offert une belle rangée 5, en fait, de déplacement. Il peut ainsi l'utiliser pour transférer sa dame de l'autre côté de l'échiquier. Ce déplacement latéral n'est pas toujours facile à repérer. C'est pourquoi je vous conseille de bien le mémoriser. Avec ce coup, en plus, les noirs effectuent par leur tandem dame et fou une pression donc très désagréable sur le cavalier. J'imagine fortement que le coup Dame H5 a été certainement étudié lors de ses recherches, lors de ses analyses avant le championnat du monde, pour mettre en place cette nouveauté et cette idée stratégique. Comment maintenant va réagir Guelfand face à cette pression sur le cavalier? Eh bien, il décide de jouer fou F4. Guelfand a bien compris qu'il ne pouvait pas faire grand-chose contre une éventuelle dégradation, contre la prise du cavalier, donc une éventuelle dégradation de son aile roi, pardon. Il décide plutôt de privilégier le thème donc de l'avance de développement. Alors, Guelfand ici ne prend pas le cavalier, il joue tour à C8, mais si il prend le cavalier, on pourrait quand même regarder. Fou prend F3, Dame prend F3, il est préférable ici, après Dame prend Dame, pion prend, donc qu'il y ait un échange de Dames, puisque dans ce cas-là, le roi ici, avec cette structure de pion, du pion doublé, se retrouve un petit peu faible. Donc les Dames ont été échangées ici, tour à C8, et il semblerait que les Noirs aient une position tout à fait correcte, mais les Blancs, avec tour à B1, ont des perspectives ici de jeu tout à fait correctes. B6 par exemple, et malgré la structure de pion quelque peu dégradée, en tout cas du côté de l'aile roi blanche, pion doublé, plus pion pendant ici au centre, eh bien les blancs conservent un léger plus toutefois en raison de leur paire de fous et aussi du contrôle central des cases B5, C5, D5 et E5 fournis par leur pion pendant. Alors, tout cela n'a pas été souhaité par Anand, en tout cas pour le moment. C'est pour cette raison qu'il a décidé de ne pas prendre le cavalier F3, mais plutôt de jouer tour à C8, donc le développement, et d'effectuer une pression par rayon X, éventuellement sur le pion C4. Guelfand décide ici d'alléger la pression sur le cavalier F3 en jouant cavalier E5. Finalement, il accepte de rentrer en finale avec ses pions pendants, mais il estime que sa paire de fous peut compenser le problème structurel des pions pendants en finale.
Donc dame prend dame, Anand donc prend la dame, fou prend E2, et ici cavalier prend E5, donc c'est une succession de coups forcés, fou prend E5. Alors si on reprend avec le pion D, ce serait quand même regrettable, puisque les pions pendants n'auraient plus la même efficacité au niveau du centre. Les noirs auraient pu jouer ici cavalier E4, et ce cavalier pourrait devenir un véritable poison. Déjà, il peut évidemment bien sûr contrôler éventuellement la case stratégique ici C5, mais aussi devenir un poison, puisqu'il peut arriver en C3 et attaquer doublement la tour et le fou. Donc les blancs veulent plutôt conserver une structure de pion intacte au niveau du centre. En tout cas, le duo de pions est ici bien présent. Et en même temps, conserver la paire de fous. Donc, après cette succession d'échanges, Anand joue ici tour FD8. Et il opte pour une pression sur le duo de pions pendants. Le fait qu'il ait conservé le fou C6 est plutôt une bonne chose pour les noirs, car il conserve la possibilité d'utiliser la case E4 comme case d'infiltration et de contre-jeu actif, avec le tandem ici, cavalier E4. Donc c'est plutôt une bonne chose qui se passe pour les noirs ici. Comment va réagir ici Guelfand? Il va jouer un coup assez étonnant, bien sûr, pas très facile à comprendre au départ. N'hésitez pas à cliquer sur pause. Et si vous avez trouvé le coup A4, bravo. En fait, nous verrons bien l'utilité de ce mouvement de pion quelques coups plus tard. Pour le moment, nous allons voir comment va réagir Anand face à un coup A4 qui paraît quelque peu inutile dans cette partie. Eh bien, cavalier E4 bien sûr. Voici la case E4 utilisée avec l'idée de perturber le jeu harmonieux des blancs. Donc l'idée bien sûr est d'aller en C3 pour attaquer doublement la tour et le fou E2. Donc le cavalier qui s'invite dans le camp blanc, comment Guelfand va réagir? Eh bien il va essayer de tout simplement supprimer le contre-jeu des noirs en contrôlant cette case C3, avec l'idée donc de jouer tour D3. Tour D3 donc a pour objectif de contrôler la case C3, mais aussi un autre objectif plus caché est lié à l'idée A4. Alors donc F6. F6, les noirs souhaitent chasser ce fou pour rendre le pion D4 un peu plus faible. Fou F4. Et ici, fou E8. Le jeu blanc est totalement sous pression. Nous voyons bien que les pions pendants font plutôt pâle figure dans cette position. Ils deviennent des cibles fragiles. La tour C8 qui attaque le pion C4. La tour ici qui fait pression sur le pion D4. Mais comment va réagir ici Guelfand? Eh bien, il va se montrer encore une fois à la hauteur des exigences défensives de la position. Il va en fait laisser un des pions pendants à son triste sort, tout en se procurant du contre-jeu sur un autre secteur de l'échiquier. Il va jouer tour B3. Voilà l'idée donc qui était engendrée, je vous rappelle, par tour D3. L'idée en fait de cette tour était bien sûr de protéger C3, mais aussi de se placer en B3 pour faire pression sur le pion B. Donc en fait, tour B3, cible B7, c'était donc une idée défensive et active sur le pion donc B7. Maintenant, nous allons mieux comprendre l'idée du pion A4. Si les noirs jouent ici B6, eh bien les blancs vont jouer A5, et nous voyons donc tout l'intérêt de la part des blancs d'avoir joué A4. C'est tout simplement qu'ils peuvent réaliser une attaque de minorité afin d'affaiblir le pion B6. Donc si les noirs prennent en A5, eh bien tour prend A5 et le pion A7 devient une cible ici. Pion prend donc, tour prend A5, et ici le pion A7 devient une cible, ce qui donne des compensations dynamiques par rapport à la perte de ce pion D4. Donc on voit bien maintenant l'intérêt d'avoir joué A4 ici pour faire pression sur le pion B7 et empêcher la manœuvre B6. Les noirs laissent le pion B7 donc en prise et décident de prendre le pion central, d'éliminer un des pions pendants et d'isoler le pion C4. Les blancs jouent fou E3, ne prennent pas tout de suite le pion B7, mais activent donc la paire de fous, évitent que ce fou soit en difficulté avec la batterie tour cavalier latéral.
et en même temps donc attaque la tour et vise le pion cible A7. Tour D7, Anand ici propose nul. Réflexion de la part de Guelfand, et il décide d'accepter cette nulle. En effet, on pourrait regarder ici la suite plausible qui serait fou prend A7. La paire de fous blanche est plutôt compensée par l'excellent placement du cavalier ici, qui peut se placer en C5 et compenser donc la paire de fous par un rayonnement ici au centre. Donc c'est plutôt tout à fait correct pour les noirs. On voit aussi que le pion C4 est maintenant isolé. Il peut devenir une cible potentielle. Donc de tout cela, Guelfand a dû peser le pour et le contre et a estimé que cette position, en tout cas, il ne pouvait pas attendre grand-chose plutôt qu'une nulle. Alors, donc ici, nul accepté. Finalement, Guelfand n'a pas pu réussir son hold-up, on va dire, c'est-à-dire gagner cette avant-dernière partie à cadence lente. Eh bien, Anand a finalement joué son début tout à fait correctement avec une nouveauté théorique, une nouvelle idée stratégique qui a finalement permis d'obtenir une nulle. Donc je vous remercie de votre attention et puis vous dis à bientôt pour cette 12e et dernière partie à cadence lente. Nous verrons si le résultat sera nul ou pas. Anand va-t-il finalement gagner cette dernière partie? En tout cas, la pression va être intense sur Guelfand puisqu'il a les noirs. Donc suite au prochain rendez-vous. À bientôt.